Alors sur ce, on est prêt à repartir avec notre troisième présentation. On accueille sur scène... Descends, voilà. Andréane! Oui, petit temps, c'était prévu. Andréane Sabourin-Laflamme, qui nous présente Biais et intelligence artificielle, le mythe de la neutralité technologique déboulonnée. Pour la présenter, elle est à la fois professeure de philosophie au Cégep André Laurando, candidate au doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke, chercheuse collégiale à l'Observatoire sur les impacts sociaux de l'IA et du numérique, cofondatrice du laboratoire d'éthique du numérique et de l'IA, chroniqueuse pour les revues Science, consultante et formatrice en éthique de l'IA, et pour ce soir, elle est en plus de tout ça présentatrice Bistro Brain. OK. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. Vraiment contente d'être là ce soir avec vous. Pour vous présenter la thématique dont je vais traiter ce soir, je vous présente une petite mise en situation des plus banales. Vous arrivez dans une toilette publique, vous arrivez pour vous laver les mains après avoir fait votre besogne. Devant vous avez déjà vu ça, des distributeurs de savon automatiques? Ça ne fonctionne pas. Hein? Mais cette fois-là, ça ne fonctionne pas pour vous, mais ça fonctionne pour votre ami qui est à côté de vous. Pourquoi? La différence, en fait, c'est tout simplement la couleur de votre peau. Vous voyez ici un vidéo qui a été filmé par un dénommé Fitzpatrick, qui, en fait, il s'amuse beaucoup, les deux garçons, en regardant le vidéo, en enregistrant plutôt le vidéo. Lui essaie d'activer le distributeur de savon. Il a la peau noire, vous voyez bien. Et son ami, essaie ensuite de lui, puis il réussit du premier coup, alors que lui ne réussit pas du tout. Donc, c'est ça. La thématique dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les biais dans l'univers numérique, mais en particulier les biais en intelligence artificielle. En fait, il existe un mythe qui est très répandu en technologie. C'est l'idée que, en fait, la technologie, elle est neutre. Et beaucoup plus neutre, d'ailleurs, que nous, les humains, qui sont biaisés. Parce que nous, on a des stéréotypes, on a des biais, on a des préjugés, alors que la technologie, elle, qui est faite de plastique, de métal, elle est neutre. Mais ce qu'on peut constater dans la vidéo que vous avez vue, puis c'est que c'est une réalité qui est pas anecdotique, ce n'est pas anodin, c'est réellement quelque chose qui existe et qui se reproduit dans plusieurs sphères d'activité, y compris en intelligence artificielle. Donc, ce dont je veux parler ce soir, c'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Les biais algorithmiques, c'est une forme de biais qui diffère des biais cognitifs, dont plusieurs ici connaissent l'existence, mais qui se reproduisent cette fois-ci non pas par des humains, mais par des machines. Donc, c'est vraiment ici l'idée que les biais, ce ne sont pas des humains qui les produisent, mais ce sont la technologie qui est donc à l'origine de ce biais-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée que la technologie est neutre, ça repose sur l'idée que, en fait, c'est une théorie en philosophie de la technologie qu'on appelle l'instrumentalisme. En fait, c'est l'idée que la technologie est un simple instrument qu'on peut utiliser à la fois pour faire le bien, à la fois pour faire le mal, mais qu'elle n'a pas de valeur en soi. Okay? Donc maintenant, ce qu'on sait, puis ça a été abondamment documenté en technologie, c'est que la technologie, elle est elle porte des valeurs, elle porte des préjugés, elle porte aussi des stéréotypes. Et le problème, c'est qu'en intelligence artificielle, puis on le sait, on le voit dans la plupart de nos sphères d'activité, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, que ce soit dans les médias sociaux, les algorithmes sont utilisés pour présenter le contenu qu'on voit à chaque jour, que ce soit pour les systèmes de recommandation à tous les jours qui sont utilisés pour générer le contenu qui nous est proposé sur Netflix ou sur Spotify. Ces systèmes-là sont gérés par des algorithmes et ils sont de plus en plus présents autant en divertissement qu'en santé, qu'en économie, qu'en éducation. Et le risque, en fait, c'est de
perpétuer cette idée-là que la technologie, elle est neutre et qu'elle ne perpétue pas donc de biais. Et le problème ici, en particulier, puis compte tenu aussi du fait que, bien évidemment, on est de plus en plus confronté à cette réalité-là dans nos différentes sphères d'activité, c'est que se perpétue donc ce qu'on appelle justement ici des biais algorithmiques. Et le problème, c'est que ces biais-là peuvent mener à ce qu'on appelle la discrimination algorithmique. Donc, c'est-à-dire lorsque ces biais-là ont un effet qui est préjudiciable et lorsque cet effet-là est préjudiciable envers certains groupes qui sont protégés par les chartes, bien, c'est illégal. Sauf qu'on est dans une situation où on n'a pas nécessairement conscience de ces biais-là. Et le problème, réellement, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est que réellement, ce qui peut se produire, c'est que non seulement les biais qui sont de nature humaine, hein, il faut quand même insister là-dessus, ce n'est pas la technologie qui est biaisée, c'est qu'elle reproduit des biais qui sont présents dans notre société, sauf qu'elle peut les accentuer et elle peut les automatiser. Et c'est là où ça devient particulièrement problématique parce que ces biais-là peuvent donc être exacerbés par la technologie. Bon, maintenant, il y a plusieurs sources de biais possibles en intelligence artificielle et en technologie en général. Il y en a une de ces sources-là qui peut être expliquée par le fait que les systèmes d'intelligence artificielle sont produits souvent par des groupes qui sont assez homogènes. Donc ici, vous voyez Timnit Gebru, qui est une chercheuse en intelligence artificielle, qui, en fait, a trouvé une manière d'expliquer ce problème-là. Elle dit que l'IA a un problème, elle appelle ça le problème de Sea of Dudes. Donc, c'est une mer de gars en IA. Donc, on sait que même si c'est un petit peu en augmentation, en fait, il y a encore seulement une personne sur 5 qui sont des femmes en IA. Et donc ça peut faire quoi? Ça peut faire en sorte que, sans le vouloir, puis évidemment, ce sont des biais aussi dont on n'est pas conscient, un peu comme dans les biais cognitifs, sans le vouloir, on peut créer des dispositifs technologiques qui sont racistes, comme le distributeur de savon qu'on a appelé, depuis la diffusion de cette vidéo-là, le distributeur de savon raciste. Donc, ça augmente un peu, mais la situation reste quand même problématique en termes de diversité en technologie. Quelques exemples de biais algorithmiques. Vous avez peut-être entendu parler, donc en 2018, de ce fameux exemple d'Amazon qui a fait Code École, en fait, un exemple tristement célèbre. Amazon a réalisé que son système de sélection de candidatures à l'emploi était discriminatoire. Donc, puisque on avait entraîné le système à sélectionner des candidatures qui ressemblaient à celles qui avaient été sélectionnées par le passé puis qui travaillaient chez Amazon depuis longtemps. Mais ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que le système rejetait systématiquement tous les CV où on mentionnait le mot « femme », tout simplement. Et donc, on rejetait systématiquement Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce problème-là, encore une fois, ce n'est pas comme en technologie en général, anecdotique. Et on sait que de plus en plus d'organisations utilisent l'IA aujourd'hui pour sélectionner leurs candidatures. Donc, évidemment, c'est un problème. Un autre exemple aussi assez connu, c'est celui qui a été mis au jour par une chercheuse en IA au MIT qui s'appelle Joy Buolamwini. Et donc, elle, un peu par hasard, elle s'est rendue compte que elle travaillait, en fait, dans le cadre de son doctorat, dans le cadre d'un cours sur un projet, où est-ce qu'elle voulait que, quand elle se regarde dans un miroir, mais ce qu'elle voit refléter, c'est des figures féministes notoires. Okay? Et donc, ce qu'elle s'est aperçue, qu'elle avait la peau noire, c'est que pour que le système qu'elle utilisait, qui est un système de reconnaissance faciale, qui est basé sur l'IA, il fallait absolument qu'elle mette un masque blanc. Et c'était la seule manière que le système le reconnaisse. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de consacrer l'entièreté de sa thèse à cette question-là. Et donc, elle s'est aperçue que les systèmes de reconnaissance faciale, qui sont abondamment utilisés, ne serait-ce qu'aux États-Unis, par exemple, par les services policiers, on va en parler dans quelques instants, sont susceptibles d'être donc biaisés envers les personnes qui ont la peau foncée, puis envers les femmes aussi en particulier.
Ici, vous avez un autre exemple très récent, aussi tristement célèbre, d'une femme qui était enceinte de 8 mois. Elle s'appelle Portia Woodruff. Et elle a été arrêtée parce que un système de reconnaissance faciale qui est utilisé par des policiers aux États-Unis considérait qu'elle était en fait susceptible d'être coupable d'un vol de voiture. Donc, elle était enceinte de 8 mois quand les policiers sont venus cogner chez elle. Et au début, elle pensait que c'était une blague. Elle leur a dit, pensez-vous que je suis dans un état pour pouvoir voler une voiture en ce moment? Bien, eux, ils n'ont pas trouvé ça drôle, puis ils l'ont quand même amenée au poste de police où elle a été détenue pendant 11 heures. Elle a été arrêtée devant ses enfants qui en sont restés, évidemment, traumatisés. Mais bien sûr, elle a été relâchée, mais après, pour la petite histoire, était tellement mal d'avoir été pendant toutes ces heures-là détenue qu'elle est allée à l'hôpital tout de suite après, puis on lui a diagnostiqué une déshydratation sévère. Donc, elle a gardé son bébé, l'histoire, c'est fini, bien, mais c'est pas la seule. Et ce qu'on peut voir aussi dans ce genre de situations-là qui sont fréquentes, des personnes qui ont la peau foncée, qui sont arrêtées à tort aux États-Unis par des services de police qui utilisent la reconnaissance faciale, c'est assez fréquent. Et un des problèmes, c'est que lorsque ces personnes-là sont arrêtées à tort, je parle d'un autre exemple, en fait, qui est celui de Robert Williams. Et lui, une fois son arrestation, puis il a été disculpé et tout, on a questionné les policiers qui l'avaient arrêté, puis ils ont dit pour leur défense, c'est la machine qui s'est trompée, tout simplement, c'est la machine qui s'est trompée. Et là, ici, ce qui intervient, c'est un biais qui n'est pas algorithmique ici, mais qui est très humain, en fait. C'est le biais d'automatisation, qui consiste finalement à donner plus de crédibilité aux résultats qui viennent d'une machine qu'à notre propre jugement. J'aimerais vous parler plus précisément de l'IA générative, qui est partout depuis la diffusion de ChatGPT, par exemple, qui en est un exemple spécifique. Donc, on sait qu'évidemment, il n'y a pas juste ChatGPT, plusieurs modèles de génération de langage. Et ce qu'on voit, c'est qu'en IA, les biais sont encore, en IA générative, les biais sont encore plus importants que dans d'autres domaines. Je vais vous donner un exemple ici d'un cas où on a fait une étude pour voir la couleur de peau des personnes qui étaient générées en lien avec l'emploi qui était associé à cette génération-là. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont la peau, pour les emplois qui sont mieux rémunérés, les personnes qui sont générées, donc les images sont générées par l'IA, ont une peau plus pâle que pour les emplois qui sont moins bien rémunérés. Le problème, c'est que, en fait, ça ne représente pas la réalité. Par exemple, c'est la même chose pour les genres. Le pourcentage de femmes médecins aux États-Unis, c'est 39 %, alors que Stable Diffusion, qui est un générateur d'images, génère seulement 7 % d'images de femmes médecins. Vous avez peut-être fait partie de personnes qui ont participé à cet engouement en lien avec Barbie, la diffusion du film. Vous connaissez peut-être BuzzFeed. Donc, BuzzFeed ont publié un article où ils se sont amusés à créer, à générer avec l'IA des images de Barbie qui étaient associées à différents pays. Voici la Barbie allemande. Vous aurez reconnu qu'elle a un uniforme qui ressemble vaguement à l'uniforme nazi. Donc, on voit que le problème, c'est qu'on peut évidemment reproduire des stéréotypes. Et voici la Barbie du Soudan du Sud qui a été flanquée d'une arme semi-automatique. Alors, il existe toutes sortes de problèmes comme ça, puis toutes sortes de manifestations. Puis on essaie de voir dans quelle mesure on peut régler ce problème-là qui est extrêmement important. Sauf qu'on se heurte à un problème en IA qui est celui communément appelé de la boîte noire, qui consiste à finalement avoir beaucoup de difficultés à voir comment est-ce que la machine part du point A pour arriver au point B, comment retracer la source des biais, comment essayer de les limiter. C'est un problème auquel se heurtent les plus grands spécialistes en IA, mais il reste quand même qu'il y a des solutions qui sont de plusieurs ordres. Hein. Tout n'est pas perdu. Il y a des solutions qui sont techniques. On peut essayer de voir dans quelle mesure nos données sont représentatives, si elles sont biaisées. On peut faire aussi ce qu'on appelle des audits algorithmiques pour tester justement la qualité des données, augmenter la transparence, par exemple. On peut aussi aborder des solutions éthiques. On adopte des chartes, des codes
avec un effet relativement important. On peut aussi adopter des mesures sociales, comme essayer de favoriser par des mesures d'incitation l'intégration de femmes en IA. Mais ce dont je veux vous parler avant de terminer, c'est des solutions juridiques. Donc, on sait que, je pense qu'on pourrait dire que 2023, c'est l'année de la course à l'encadrement législatif de l'IA. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu partout à travers le monde là-dessus. Au Canada, on a un projet de loi qui a été déposé en 2021 qui est encore en discussion, qui est extrêmement... C'est un squelette, hein, il n'y a presque rien dans ce projet de loi-là. En Europe, ils sont beaucoup plus avancés que nous, mais là, ils ont eu un gros problème avec l'arrivée de l'IA générative qui a court-circuité la manière dont ils essayaient d'encadrer l'IA parce que, ils voulaient le faire de manière par secteur, donc ça ne fonctionne pas avec les modèles d'IA générative qui sont générales. Et sinon, aux États-Unis, on a un décret, on est très loin de l'adoption d'une loi, mais quand même un décret présidentiel, donc en octobre dernier, sur l'IA sécuritaire et responsable, où il est question spécifiquement de biais. On sait que l'IA va être de plus en plus présente dans nos différentes sphères d'activité, dans des domaines qu'on ne se douterait peut-être pas. Hein. On peut penser à la santé, bien sûr, mais peut-être à l'agriculture pour pouvoir optimiser les processus. On peut penser aussi donc à la logistique du transport, donc évidemment aussi pour la détection de certaines maladies. Mais il faut s'assurer, en fait, que l'utilisation de l'IA et les bénéfices certains qu'on pourra en tirer dans ces domaines-là soit fait de manière inclusive puis équitable pour toutes les personnes qui vont être impactées par cette nouvelle réalité-là. Et je terminerai en rappelant peut-être que, en fait, la question des biais en IA, c'est pas marginal. Ce n'est pas une erreur du système qu'il y ait des biais dans les systèmes d'intelligence artificielle. Je rappelle que les biais ne sont pas humains, ils sont le reflet des biais socio-historiques qui existent dans nos sociétés, dans nos histoires, mais elles peuvent les accentuer. Et c'est là où ça pose un problème particulier. C'est lorsque, évidemment, on sait qu'il y a peut-être plus de 90% des images qui sont sur le web qui vont être générées par l'IA dans les prochaines années. Il faut absolument qu'on prenne conscience du fait que les technologies d'IA ne sont pas neutres, qu'elles peuvent être biaisées et que c'est plus, effectivement, qu'une erreur dans ce système, mais c'est plutôt, on pourrait dire, endémique. Sur cette présentation fort intéressante, j'appelle aux questions. Oui, deux. Je vais prendre la première nouvelle levée. Merci, c'était super intéressant. À la fin de ta présentation, c'est quoi les recommandations que tu porterais sur comment nous, on peut utiliser l'IA de façon sécuritaire? Est-ce qu'on est supposé s'informer? Est-ce qu'on est supposé mettre des plus grosses attentes sur les chercheurs, mettre des corps d'éthique? Alors, toutes ces réponses. Quelles seraient tes recommandations pour nous pouvoir utiliser l'IA de manière plus sécuritaire et responsable? D'abord, c'est sûr qu'il y a des solutions ou des pistes de solutions qui sont individuelles. Le fait de prendre en considération le fait de pouvoir admettre que les systèmes d'IA peuvent être biaisés, puis de penser que les images qu'on génère sont susceptibles de reproduire des stéréotypes, c'est déjà un premier pas. D'essayer de limiter ça ou de peut-être possiblement dans les applications très pratico-pratiques, de demander spécifiquement des images qui sont diversifiées à l'IA. Si on choisit de l'utiliser. Donc, prendre en considération le fait que, effectivement, c'est un problème qui est endémique, on peut dire. Au niveau politique, c'est certain qu'il va falloir qu'il y ait un coup de barre, là, réellement, des gouvernements, parce qu'on parle ici de discrimination, de risques de discrimination, comme je disais, qui sont illégales et dans certains cas. Alors, il faut s'assurer qu'en fait, le problème, puis je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est que ces sources de discrimination-là sont extrêmement difficiles à identifier, parce que les gens, souvent, ne savent même pas quels sont l'objet de décisions qui ont été faites par l'IA.
Puis en plus de ça, pour pouvoir démontrer qu'un système a été biaisé, puis qui a été la source d'une discrimination illégale, c'est toute la question de la preuve qui est extrêmement complexe, parce que les systèmes sont opaques, les compagnies veulent les garder opaques, et donc on ne peut pas démontrer sans avoir vraiment une transparence sur les données. On ne peut pas démontrer c'est quoi la source du biais ou de la discrimination. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait des avancées au niveau législatif. La question, c'est est-ce que ça va être suffisant? C'est une question ouverte. Peut-être qu'on ne peut pas répondre à ça avant que les lois soient adoptées. Ben, je me demandais, tu pourras répéter. Je vais répéter. Ah, OK. Ben, merci, vraiment. C'est super intéressant. Peut-être que non, là, mais je me demandais s'il n'y avait pas des exemples de lois, justement, qui fonctionnent. On a-tu des exemples de succès? Peut-être que non. C'est parce que c'est très abstrait. Tu sais, je suis comme, oui, pour la législation. Mais ça ressemblerait à quoi? OK. Ben oui, je peux répondre Oui, pardon, vas-y. Ben, je vais le faire ou bien, vas-y. Ben, est-ce que nous avons des exemples de mesures législatives ou, qui ont été prises et qui ont eu un impact positif qui sont... Ouais. Ou à prendre? Voilà. Actuel ou à venir. Ben, Ouais, voilà. il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites actuellement. Là. Comme je disais, l'Europe, c'est ceux qui sont les plus en avance. J'étais récemment dans un événement où j'entendais l'innovateur en chef du Québec, qui s'appelle Luc Sirois, dire que l'IA était moins réglementée qu'une brosse à dents. C'est vrai en partie, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est on n'est pas non plus dans un vide juridique. Hein. L'IA est quand même assujettie à toutes les lois qui existent, sauf qu'elles ne sont pas adaptées. Fait qu'il y a pas, en gros, il n'y a pas de loi spécifiquement en lien avec l'IA qui encadre spécifiquement l'IA en ce moment. Le projet de loi qui est le plus avancé en Europe, en Chine, ils sont très avancés aussi. Pourquoi? Ben parce qu'ils veulent encadrer beaucoup le privé, mais les lois qu'ils ont adoptées ne s'appliquent pas à l'État. Donc, ça, c'est peut-être un enjeu. Mais en Europe, c'est là où est-ce qu'on est le plus avancé. Puis ce qu'ils ont choisi de faire, là, pour répondre le plus précisément possible à la question, c'est qu'ils ont essayé d'identifier les différents systèmes en fonction de leur niveau de risque par rapport à la société. Donc, il y a certains systèmes qui vont être considérés d'emblée comme étant contraires aux valeurs de l'Union européenne. Par exemple, les systèmes de crédit social à la chinoise, où on a une surveillance généralisée puis une cote qui est attribuée aux citoyens en lien avec ça. Ça, c'est considéré d'emblée comme étant illégal, mais il y a d'autres systèmes qui sont considérés comme étant à risque élevé, à risque modéré, et donc on évalue en fonction du niveau de risque que le système présente pour la population, quel genre d'encadrement. Fait que c'est une approche un peu proportionnelle par le risque. Fait que plus le système comporte un niveau de risque élevé, plus ce système-là devrait être encadré. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on veut faire, c'est de l'encadrer avant la mise en marché. Donc, c'est-à-dire que les tests dont je parlais tantôt pour les biais et tout ça devraient être faits avant que le système soit mis en marché. Et donc, pour éviter ça, mais dans les domaines très spécifiques, comme celui de la sélection des CV en emploi, celui de l'éducation aussi, d'autres domaines aussi. Mais donc, c'est un peu là où on en est. Une dernière question? Oui! Oui, merci beaucoup. Je me demandais, dans la mesure où c'est des gens qui sont derrière tout ça, s'il a pointé un peu en disant, s'il y a 12, mais dans quelle mesure est-ce que la législation peut aussi cibler les obligations des personnes de là? Est-ce qu'il y a une formation à laquelle on peut voir que ces gens-là agissent comme par bon biais, justement, parce que si ça se base sur une société qui s'entend qui est égalitaire, peut-être qu'on espérait que les gens qui codent soient moins conscients de ça. Comment est-ce que ça peut s'articuler dans la législation? Moi, je pense que c'est un aspect extrêmement important de la gouvernance de l'IA, là, qui passe par plusieurs endroits, mais qui passe nécessairement, à mon avis, par l'éducation à l'éthique. Sauf que,
Bien, traditionnellement, les emplois qui mènent les formations qui mènent à ce type d'emploi-là, les ingénieurs informatiques, etc., n'ont pas, contrairement aux médecins, par exemple, qui ont des cours d'éthique maintenant, n'ont pas de cours d'éthique de la technologie, ce qui est, à mon avis, un problème. Puis, mais tu sais, les ingénieurs, ils ont un programme qui est vraiment très, très donc carré, déterminé. Fait que c'est très difficile de faire entrer ces éléments-là dans une formation aussi technique qui donne lieu aussi à l'adhésion ultimement à un ordre professionnel. Est-ce qu'un projet de loi, est-ce que des orientations gouvernementales pourraient être adoptées de manière à intégrer ces dimensions-là? Oui, mais tu sais, en ce moment, l'éducation à l'éthique du numérique et de l'IA, elle est pratiquement, tu sais, elle est très, très marginale, là, du primaire au secondaire, en passant par le cégep puis à l'université. Les gens qui finissent leur parcours académique peuvent très, très bien, même si ce sont des domaines très poussés, d'études très poussées, peuvent très bien n'avoir jamais entendu parler de ces questions-là. Donc, ça ne fait pas partie là, de ce qu'on considère comme étant la base d'une citoyenneté, d'un citoyen responsable, l'éducation à l'éthique du numérique puis de la technologie. Puis, sincèrement, je pense que c'est un problème auquel il faut s'attaquer absolument. C'était la réponse d'Andréane sur la question qui s'interrogeait sur en quoi des possibles futures mesures pourraient cibler des professionnels qui travaillent avec l'IA. Alors, merci beaucoup pour ta présentation. Je pense qu'on peut lui donner une autre belle main d'applaudissement.